Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'aventure, les podcasts qui donnent le goût du vin et du partage. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure, ou plutôt à l'aventure, chez David Moreau, situé à Centenay. Nous sommes très heureux aujourd'hui de déguster les 2018 et 2019 avec David. Bonjour David. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ta cave chaleureuse. Euh, on va commencer par faire éventuellement un petit historique du domaine. Oui. Quand es-tu installé et combien et qu'est-ce que le domaine représente en termes de parcellaire? Alors, j'ai repris le domaine familial qui était tenu jusqu'alors par mon grand-père. Oui, Le domaine a été créé dans les années 60. Mon arrière-grand-père était déjà vigneron, mais il commercialisait pas du tout son vin en bouteille. d'accord. Et mon grand-père a choisi de se séparer de son frère et de son père pour mettre en bouteille lui-même. N'ayant pas de succession, il a continué sa carrière. Il a agrandi le domaine au fur et à mesure des opportunités de manière raisonnable, garder une taille humaine. Et il a attendu, avant de partir en retraite, que je termine mes études, fin des années 2000, donc 2008-2009, Oui. où je suis revenu sur le domaine en 2009 après mes études. Voilà. Tes études que tu as fait aussi dans le vin, Ah, j'ai tout fait pour faire vigneron. d'accord, Donc j'ai commencé au lycée, ensuite BTS, ensuite diplôme d'œnologue, d'accord, avec des opportunités de stage dans des domaines qui étaient toujours passionnés, château de Beaucastel, domaine de la donc Romanée-Conti, Beaucastel à Châteauneuf-du-Pape, voilà, Romanée-Conti qu'on ne présente plus, voilà, domaine Hubert-Lamy à Saint-Aubin, ouais, qui est un passionné, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, ouais, qui détient tout le savoir. Une seule personne détient tout le savoir, et ça, c'est passionnant, un acharné. Et du coup, ben, voilà, on essaye de mettre en place, de prendre des idées de part et d'autre, et de mettre en place des stratégies sur notre domaine. en vigne comme en cave. Voilà. Aujourd'hui, le domaine, c'est combien d'hectares? Alors, le domaine compte 9 hectares au total. Ouais, Il y a une partie qui est vendue au négoce, ce qui n'est pas suffisamment qualitatif à mon goût, oui, et puis le reste qui est commercialisé en bouteille. On a été un peu crescendo sur la reprise des vignes. Au début, j'ai commercialisé 4 hectares sous mon étiquette, le temps que les vignes atteignent l'équilibre souhaité au niveau vigueur, au niveau microbiologique des sols, vie des sols. Voilà. Le plus important pour moi, c'est de faire des vins avec de la chair et de la densité. oui. Et je ne conçois pas d'avoir des vins creux et un petit peu austères. C'est ce que tu expliquais aussi sur le milieu de bouche parfois asséchant, ça tu ne le supportes pas. Oui, Bon, c'est un sujet qu'on va aborder en vinification oui, aussi. Mais oui, donc ta recherche d'équilibre dans les vignes, après un certain temps, oui, raison pour laquelle au début tu faisais peu de bouteilles tout à et fait. tu vendais pas mal au négoce. Ouais. Donc au final, on a essayé de faire baisser la vigueur des vignes qui étaient un petit peu trop productives et pas tout à fait équilibrées, remettre en place la vie des sols. Mhm. On avait laissé pas mal d'herbes au départ. On a fait également des erreurs, c'est-à-dire qu'on a trop concurrencé la vigne à certains moments avec trop d'herbes, pas de matériel adapté pour travailler les sols et pour limiter la concurrence vis-à-vis de l'herbe. Oui, Peut-être pas assez de fertilisation, parce que quoi qu'il en soit, on exporte des éléments, donc il faut quand même en apporter un petit peu. oui, Et voilà. Donc au niveau parcellaire, on a 9 hectares au total. On fait 90% de vin rouge. L'appellation Bourgogne régionale. oui. Qu'on est en train de déguster Bourgogne Pinot d'ailleurs. Noir, tout à fait. Ensuite, on fait une cuvée de Côte de Beaune Village, en fait, qui est un Centenay Village qui est déclassé. C'était à l'origine notre cuvée d'entrée de gamme, car la parcelle de Bourgogne n'était pas tout à fait équilibrée quand on a repris. Oui, Donc on a choisi de ne pas mettre à mal notre image et toujours commercialiser des vins qu'on estimait à la hauteur de notre gamme. Côte de Beaune Village, donc c'est un Centenay Village issu
issu de 3 parcelles en pied de coteau entre Centenay et Chassagne, sur des éboulis calcaires. Ensuite, on fait une cuvée de Marange qui vient de l'assemblage d'un premier cru et d'un village. Quel premier cru Les Clos Rousseau, D'accord. lieu-dit au Rouer. Donc tu as du Clos Rousseau sur Marange, mais aussi sur Centenay. Tout à fait. C'est ça, d'accord. Mais on n'a pas de cuvée de Clos Rousseau Oui. en Marange, car c'est tout déclassé. Ça représente quand même 45% de la cuvée, donc c'est un beau Marange. Ok. Ensuite, on fait une sélection parcellaire de Centenay Village qui s'appelle les Attes. Oui. Alors, les Attes, c'est un grand lieu-dit. Nous, c'est une parcelle qui est dans le coteau et non pas sur le côté, la partie un peu plus plate et un peu plus D'accord. hydromorphe. Et une cuvée de Centenay Village qui s'appelle Centenay QVS, qui est un clin d'œil à ma grand-mère, qui a beaucoup fait pour que je revienne sur le domaine. D'accord. Et c'est une cuvée qui est un petit peu plus concentrée, un petit peu plus épicée par rapport aux Attes, qui est beaucoup plus aérienne et minérale. Oui. Et le S correspond à Simone, ma grand-mère. Simone, ta Voilà. grand-mère. D'accord. Très bien. Ensuite, en premier cru, on fait Centenay premier cru Beaurepaire. Ouais. Là, on est sur un coteau très pentu, exposé plein sud, sur des calcaires de Chassagne et Marna Austrea Acuminata. D'accord. Des vins qui sont ciselés et frais, élégants. Ensuite, on fait Centenay premier cru Clos Rousseau, qui est situé côté Marange, au sud-ouest du village. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai personnellement connu ton domaine, en D'accord. goûtant en 2017. Voilà, mon ami avait apporté. Ah oui, oui, c'est ça. Donc c'était très bon. D'accord, donc le Clos Rousseau. Clos sur Rousseau, Centenay. là, c'est un peu le grand frère de la QVS en termes de style de vin. On a beaucoup de milrandage comme dans le QVS, donc on garde un petit peu plus de grappe entière, un peu plus de profondeur. On est sur des terres rouges très peu profondes. Et ensuite, on fait un Centenay premier cru Beauregard qui se trouve sur le dessus du coteau, côté Chassagne. C'est D'accord. des terres beaucoup plus argileuses, des terres blanches. Donc des Marna Austrea Acuminata et Marne de Saint-Romain. Une vigne qui pousse très très peu, qui est Chétive, elle est. ouais, elle a très peu de vigueur. L'argile, c'est un peu comme une éponge, hein. Quand Ouais. c'est sec, c'est du béton, et puis quand c'est mouillé, ça gonfle. D'accord. Donc c'est une parcelle qui est pas facile à travailler, mais on a un résultat qui est très singulier. On a beaucoup de fruits noirs, de réglisse, d'épices. Là aussi, on garde pas mal de grappes entières, pas mal à notre échelle, parce que nous, on fait que de la sélection positive sur table de tri pour la grappe entière, donc ça peut pas représenter des grosses proportions. D'accord. Donc Beauregard qui est un petit peu plus puissant et tannique, et Clos des Mouches qui est beaucoup plus élégant, plus floral, plus minéral. Toujours sur Centenay. Toujours sur Centenay, Clos des Mouches. Ouais. D'accord. Voilà, les premiers crus. Et puis en blanc, on fait Bourgogne à ligoter sur des alluvions de la Dheune. Ensuite, on fait un Centenay Village qui est situé en pied de coteau à la limite de Chassagne. On fait un Centenay premier cru Beaurepaire qui est sur le coteau les calcaires de Chassagne et Marna Austrea Acuminata. Et on fait une petite cuvée de Meursault les Pellants. D'accord. À la limite Ça, c'est de plutôt- Puligny. C'est plutôt confidentiel. C'est Ouais, on en fait très peu. une toute petite Deux, production. 3 pièces. Très bien. Brièvement, ton approche dans les vignes. Donc, on voit que voilà, tu as une approche parcellaire par rapport à tes cuvées. Ton approche dans les vignes, est-ce que tu travailles tes sols ou est-ce que tu privilégies un enherbement Quel type de taille tu privilégies aussi Alors nous, on essaye de travailler travailles-tu vraiment à long terme. Oui. C'est-à-dire que on essaye de privilégier la longévité des souches. Donc le vignoble traditionnellement à Centenay était taillé en cordon de Roya. Oui, très belle taille. Ouais, Esthétiquement. ouais. Esthétiquement, quand ça marche. Mais le problème, c'est que c'est une taille où on a un vieillissement prématuré des souches qui est très important. D'accord. Avec ton Euh, recul, tu vois que. Ouais. Donc on repasse, là je pense qu'on a repassé 90% des cordons de Roya en Guyot Poussard. Alors D'accord. sur des vieilles vignes, Oui. c'est pas évident de refaire des Guyot Poussard Bien sûr. élégants, Mm. mais avec les années c'est pas mal. Oui, Ça nous permet, le Guyot Poussard, de rabaisser la souche, alors que le cordon de Roya, le problème c'est l'allongement des souches justement. Quand tu as d'accord. les premiers et deuxièmes coursons le courson de rappel, celui qui est le plus bas, qui éluche au printemps, tu sais. Élucher, c'est quand les rameaux cassent avec le vent. Ah oui, Ça, c'est Ok, je ne connais pas ce terme. technique. Oui, de Centenay. Chassagne, voilà. D'accord. Élucher. Éluché. Très bien. Et en fait, comme c'est le courson
de rappel qui est plus bas et plus loin des fils, le temps que ça atteigne les fils, eh ben, ça a le temps de casser. D'accord. Tu vois. Ok. C'est une mécanique. Hein. Oui, oui. Ouais, ça fait. Donc voilà, on est repassé en Guyot Poussard. Après, c'était pas vraiment pour une histoire d'esca, parce qu'on a des vieilles vignes, Encore non. enfin, Qui était qui encore étaient non. en cordon. Mais je veux dire, que ce soit en Guyot ou en cordon, une fois qu'elles sont vieilles, j'ai envie de te dire, elles sont presque résistantes à l'esca. Oui, oui. Ouais. Là où on a des problèmes d'esca, c'est sur les chardonnays qui ont été plantés dans les années 90. C'est On ça. a une parcelle. Qui ont 20-30 ans et qui, voilà. là, ont des problèmes. Là, D'accord. ça représente une grosse mortalité. Alors, pour ces quelques parcelles de chardonnay qui sont un peu jeunes, ben là, on fait du curtage. D'accord. Donc, on s'amuse à passer en été. Et idéalement, il faudrait passer toutes les semaines dans ces parcelles-là avec la tronçonneuse. Et dès qu'on voit un porc qui commence de flétrir un peu, Oui. On un passe coup au de curtage. tronçon. Pour nos auditeurs, le curtage, c'est quoi? Donc, c'est pour lutter contre la maladie du bois. Oui, ça L'esca. c'est vraiment du curatif, hein. C'est pas D'accord. du préventif. Hein. Donc, on cure le tronc, l'intérieur du tronc, avec une tronçonneuse pour enlever la partie L'amadou. infectée, quoi. Ouais, L'amadou. tout à fait. D'accord. Et on essaye aussi mécaniquement d'aérer le cep Oui. et du fait de l'aération, avoir des conditions moins favorables pour les champignons. La sécher. Oui. Ouais. D'accord. Très Voilà. bien. Tu parlais au début de notre rencontre, là, aujourd'hui, ce matin, que la vigne, c'était un tout. Qu'il fallait voir la vigne, pas forcément ajouter de l'engrais pour avoir beaucoup de raisins, puisque si on a beaucoup d'engrais, ça peut apporter beaucoup de pourriture et compagnie. Oui. Est-ce que tu peux juste nous réexpliquer un peu cette vision que tu as de la vigne? Donc pour moi, au niveau, enfin, l'équilibre de la vigne est primordial. L'équilibre de la vigne, pour moi, le plus important, c'est l'équilibre de la vigne au niveau vigueur et la vie des sols. Oui. D'avoir des sols vivants et une vigne qui soit équilibrée, qui soit en micro-stress, mais pas trop stressée. Trop stressée, ça va durcir les vins, ça va les rendre austères. Et pas assez stressée, ben, elle va produire trop et on va avoir des vins qui sont creux à la fin. Voilà, tout à fait. D'accord. Et on va être plus sensible aux maladies. Aussi. Ouais. Et les maladies, c'est quand même... Enfin, on aimerait bien s'en passer, quoi. Oui, bien sûr. Oui, Surtout qu'on est sur de la multiplication végétative et qu'on multiplie des individus dont le génome reste stable. On Oui. n'a pas d'évolution du génome, malgré, bien que la maladie, elle, fait plusieurs générations par an, Oui, tout à fait. multiplication sexuée, et qui, elle, évolue. Oui. Et c'est pour ça que, malheureusement, on est obligé de traiter, tant qu'on ne multiplie pas des individus résistants, eh ben, on sera obligé de traiter. Parce que les maladies, elles viennent d'autres pays, et la vigne n'était pas adaptée à ces maladies. Par rapport au traitement, qu'est-ce que tu privilégies au domaine? On est en voie d'être en bio. D'accord. Au niveau traitement phyto. C'est pas la panacée non plus pour les travailleurs, parce que le soufre est très irritant. Et travailler dans des vignes en bio en été, quand il fait 40 degrés... Pour ceux qui ont déjà bossé dans la vigne, c'est vrai que le soufre peut brûler. C'est pas très agréable. Il fait chaud. Et puis ça fait pleurer, ça fait moucher, c'est pas très agréable. Le cuivre, bon, ben, ça cumule dans les sols, mais bon, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Donc on essaye de limiter les doses. D'accord. Voilà. On essaye de travailler intelligemment, mais... Donc de bien respecter le calendrier des travaux de la vigne. Donc une bonne taille, une taille judicieuse, pour pas avoir trop de charge. Au bon moment. Au bon moment. Pour essayer de limiter les risques de gel. Bien sûr, on l'a vu en 2021. L'an dernier, je me suis fait avoir. J'avais prétaillé pas mal de vignes. Prétaillé, je veux dire, taillé à la main, je veux dire. Mais il restait à raccourcir. Pour les cordons de Roya, on avait taillé à 40 cm. Et on avait raccourci au dernier moment. Mais on l'avait fait trop tard l'an dernier. On avait fini mi-avril. D'accord. Et aujourd'hui, on est mi-avril. Et le gel est passé par là. Et le gel est passé par là. Et donc, cette année, on a mis en place de plumer,
plumé, mouché, Plumé ou mouché, oui. la prétaille à partir de mi-mars pour coucher les baguettes à partir de mi-mars et être dans les clous. Pour démarrer la saison de Voilà. débourgeonnage. Exactement. Les Et travaux on en s'est mai. fait avoir. Ouais. Donc il n'y a pas de vérité qui marche tout le temps. D'accord. Donc sur certaines parcelles en pied de coteau, on a quand même gardé la baguette du gel. Bon, alors les dernières parcelles qui ont été plumées, c'était quand même en début de cette semaine. D'accord. As-tu vu un impact différent du gel ou elles ont toutes pris Non, enfin, pour certaines parcelles, celles qui ont été plumées le plus tard avaient moins évolué. Oui. Après, nous, celles qu'on a couchées en premier, qu'on a plumées en premier, c'était les coteaux. Oui. Parce que normalement, ça gèle jamais. Et en 2021, ça a C'est gelé. ratiboisé. Très bien. Donc ça, c'était la partie vigne. Maintenant, on passe à la partie cave, là où on est d'ailleurs. En cave, quelle est ton approche? Comment est-ce que tu travailles Alors en termes de vinification, nous on essaye, on utilise la grappe entière un peu comme du sel et du poivre en cuisine, Oui. juste pour apporter du relief et de la complexité au vin. On ne veut pas non plus que ce soit uniquement la signature de la vinification, Ouais. et on veut qu'il y ait la signature du terroir en premier. Et de votre travail de l'année. Exactement. Voilà. Donc, on essaye on n'a pas le même traitement de grappe entière d'une cuvée à l'autre. C'est-à-dire que certaines parcelles, on va garder 5% de grappe entière, d'autres, on va garder 20-25%, parce qu'en sélection positive, c'est compliqué de faire plus de 25%, ça veut dire une grappe sur 4 sur la table de tri. Tu parles souvent de sélection positive. Concrètement, c'est quoi la sélection? Sélection positive, ça veut dire qu'on choisit les grappes qui sont bien aérées pour les mettre en grappe entière. D'accord. Donc sur la table de tri, on met de côté les grappes qui sont bien aérées, mirandées, pour être sûr qu'il n'y ait aucune moisissure sur la rafle. D'accord. Je pense aux aspergillus, des choses comme ça, qui même avec des quantités minimes peuvent contaminer la cuvée, quoi. D'accord. Donc on pas n'y de va vérité, pas à l'aveugle. pas de vérité non plus dans les vendanges entières. Ça dépend vraiment De la ce que tu cuvée, souhaites. du millésime et tout ça. Voilà, très bien. Après, le discours de « Oh, on attend que la rafle soit mûre ». Ouais, c'est parfois un peu compliqué. Hein. Concrètement, dans les faits, Ouais. on comprend la réalité. On fait un millefeuille. Bon, oui, on rajoute au fur et à mesure. On fait un millefeuille. Oui, on est d'accord. Ça, c'est l'étape de la vinification. Oui. Ensuite, On fait des cuvaisons comme on travaille tout en levure indigène, on fait des cuvaisons de 15 jours à 3 semaines. d'accord. Et avant, on allait plus loin et on s'est rendu compte qu'on durcissait les vins et qu'on perdait un peu en pureté. D'accord. Comme on est en levure indigène, si on fait des postes fermentaires un petit peu trop longues, les populations de levure diminuent. Et quand on presse avec la grappe entière, on libère pas mal de sucre. Oui. Et les levures sont plus capables. Donc tu as du mal à finir les sucres sur certaines C'est pour ça certaines cuvées. qu'on est raisonnable D'accord. pour avoir au final de la pureté dans les vins et éviter de se choper des brettes en élevage. Dès qu'on garde des sucres résiduels, c'est un support pour les brettes. Donc, Propice aux brettes, oui. ouais. Donc pour éviter d'être technologique et de surprotéger ensuite, on travaille raisonnablement. Très bien. Après, justement, c'est 3 semaines, enfin c'est 15 jours ou 3 semaines. Oui. En tonnage. En tonnage, oui. Les vins sont gardés uniquement 1 an complet en fût. Donc Oui. c'est-à-dire que... Et les fûts sont pas du tout méchés pour éviter de rajouter du soufre. Et le méchage en particulier, pour moi, quand on soufre à la mèche, quand on brûle une mèche de soufre dans les fûts, Oui. ça s'oxyde un petit peu en sulfate qui apporte de la sécheresse en bouche dans les vins. Donc, D'accord. tu privilégies pas cette méthode. Ouais, quoi. ouais. D'accord. Donc en gros, les fûts sont vides pendant 1, 2, 3 jours. Pas Au moment des méchés, vendanges. ils sont propres au moment du décuvage. Du décuvage. En gros, on décuve
on soutire le millésime précédent, Oui, et puis ensuite on entonne. d'accord. Très bien. Donc c'est un an complet en fût, on n'a jamais de fût vide, Mhm. et puis voilà. Ensuite, un peu d'élevage en cuve pour assembler l'ensemble de la cuvée ou Oui, c'est oui, oui, directement... oui. Non, non. Après, on termine l'élevage en cuve de 3 à 6 mois selon les millésimes. D'accord, Voilà, très bien. Et ça donne ce qu'on est en train de goûter actuellement. tout à fait. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup David pour cette introduction, explication sur ton domaine. Aurais-tu un petit mot à partager pour les buveurs de vin vrai, un peu authentiques? Quels conseils tu leur donnerais? Alors nous, juste pour vous exprimer ce que je ressens dans nos vins, nous, c'est pas des vins de concours. C'est pas des vins avec beaucoup de sucrosité, beaucoup de fût neuf qui arrondit les angles. Nous, c'est des vins de gastronomie, des vins de repas. C'est Mhm. des vins qui sont rafraîchissants, qui sont capables de vieillir, mais qui ont une certaine salinité, sapidité. C'est des vrais vins. Voilà. Eh ben, c'est une belle conclusion, David. Merci beaucoup en tout cas. Merci Thomas. Merci à toi. Amis auditeurs et auditrices, on espère que grâce à ce podcast, vous connaîtrez un peu plus le travail et les vins du domaine David Moreau, de David, à retrouver bien sûr sur notre boutique à Beaune et sur notre site aventure.fr. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, celui qui est maître de sa soif est maître de sa santé.